Bonjour à toutes et à tous, il est 11 heures. Nous allons donc démarrer notre webinaire d'aujourd'hui. Je suis Aurélie Dubois, déléguée générale de l'association Respect Océan, et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour notre webinaire Nautisme et éco-conception organisé en partenariat avec la région Bretagne. Donc la région Bretagne nous soutient depuis plusieurs années, donc depuis le démarrage de notre aventure, et nous les remercions chaleureusement. Donc je vais laisser le soin dans quelques instants à Romain Piliard, qui est keeper engagé pour la promotion de l'économie circulaire et ambassadeur de Respect Océan, d'introduire ce webinaire, mais je vais au préalable vous donner quelques consignes techniques pour le bon déroulé de notre session d'aujourd'hui. Donc vos micros sont coupés pendant toute la durée du webinaire, parce que vous êtes assez nombreux à être inscrits aujourd'hui, mais vous avez la possibilité de poser vos questions en utilisant l'onglet chatter qui est présent dans votre panneau de configuration, qui est donc sur la droite de votre écran. On aura 2 sessions de questions-réponses, pendant lesquelles on aura une facilitation graphique de Fanny Didou en direct, comme pour nos autres webinaires, pour ceux qui nous suivent depuis quelques temps. Et je vais aussi vous donner, donc, en plus de ces éléments techniques, quelques brefs rappels sur l'association Respect Océan, que certains d'entre vous commencent à connaître assez bien. Donc, Respect Océan, ça a été initié par Raffaella Le Gouvelot en 2013 autour de son projet sportif, et c'est devenu une association, loi 1901, depuis septembre 2018. Donc notre volonté, c'est de promouvoir les acteurs économiques et assimilés qui sont engagés dans une économie durable en faveur de la protection de l'océan et de ses écosystèmes. Donc nous voulons vraiment réaffirmer le rôle fondamental et moteur des entreprises, de l'innovation, des solutions, etc. Donc on compte aujourd'hui un peu plus de 60 adhérents, et nous mettons en place un programme d'action et d'intervention en faveur de la promotion des bonnes pratiques et des solutions en lien avec les objectifs du développement durable. Donc je ne vais pas être beaucoup plus longue. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos activités, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn, qui est le réseau où on est le plus actif. Et il ne me reste plus qu'à remercier chaleureusement l'ensemble de nos intervenants de qualité aujourd'hui qui ont répondu favorablement à notre demande pour intervenir dans ce webinaire, ainsi que les inscrits, les participants qui sont de plus en plus nombreux au fur et à mesure de nos événements. Aujourd'hui, nous avions par exemple 220 inscrits à ce webinaire. Donc merci à tous pour votre soutien et vos retours très positifs. Donc je vais maintenant laisser la parole à Romain Piliard qui va vous rappeler le contexte, les enjeux, et qui va un peu planter le décor de cette intervention d'aujourd'hui. Donc Romain, je coupe mon micro et c'est à toi. Bon, eh bien, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver. Donc, effectivement, je suis là en tant qu'ambassadeur. J'ai l'honneur d'être ambassadeur de l'association Respect Océan. Donc, merci Aurélie, merci Raffaella Le Gouvello de me faire confiance. Et je suis heureux de porter ces sujets de respect de l'océan. Hein, l'association porte bien son nom. Et moi, mon sujet, effectivement, mon engagement, c'est l'économie circulaire. Donc, je suis pas un spécialiste de l'éco-conception, mais c'est évidemment un sujet qui m'interpelle et qui m'intéresse le plus grandement, puisque qui dit éco-conception dit un impact moindre. Donc effectivement, d'une manière globale, voilà, on a un objectif commun de réduire notre impact, nos émissions, pour arriver à limiter le réchauffement, ce grand enjeu général qui ne concerne pas que le nautisme et que la mer. Voilà, limiter ce réchauffement à 1,5 voire 2 degrés, ça serait bien. Et aujourd'hui, il faut absolument freiner la pollution des océans. C'est quelque chose d'assez dramatique. On compte à peu près 280 millions de tonnes de plastique dans l'océan, ce qui représente à peu près un camion poubelle toutes les minutes déversé dans l'océan en règle générale. Donc c'est quand même considérable. Donc on sait que le sujet vient de la Terre, vient de l'activité humaine, et on a tous effectivement un rôle à jouer. Donc en tant qu'acteur de la société civile, moi je considère que voilà, on doit faire notre part. Je suis actif depuis quelque temps en course au large avec mon trimaran Lusite Again, et je mets en avant effectivement ce sujet du réemploi essentiellement, qui est une étape de l'économie circulaire. Et bien sûr, il faut une certaine sobriété dans nos projets. C'est clairement ce que je prône aujourd'hui, ce qui va être difficile à accepter dans notre société de manière globale, mais il va falloir passer par là, et je crois que tous les experts et les scientifiques sont d'accord sur ce point-là.
Donc aujourd'hui, effectivement, quand on parle d'éco-conception, on sait tous qu'on utilise une chimie pas très propre, évidemment. Nous, dans la course, bah voilà, ça va de la coque jusqu'au voile, en passant par les écoutes, hein, les boots, tous les boots en général, tout est issu de la pétrochimie. Et on peut faire beaucoup d'efforts. On va avoir des exemples à venir très intéressants et avec Adrien Hardy, avec Roland Jourdain, effectivement, qui est engagé depuis dans son fonds Explore depuis 7 ans ou 8 ans. Donc on attend leur retour d'expérience avec grand intérêt. Euh, donc aujourd'hui, effectivement, quand on parle sobriété, on parle d'économie circulaire, on a tout de suite en tête ce bout de la chaîne qui est le recyclage. Mais avant ça, il y a beaucoup d'efforts à faire parce que le recyclage ne va pas arriver comme ça. Le recyclage est compliqué et il faut donc passer par des étapes ultérieures où on va tout faire pour minimiser notre impact. Ça part aussi d'exemples comme Julien qui va nous raconter effectivement l'éco-conception à partir d'un projet from scratch pour effectivement produire des bateaux éco-conçus. Donc ça, c'est aussi un engagement très fort, très intéressant à écouter. Donc voilà, la technologie va nous aider à avancer, à limiter notre impact, mais elle va pas arriver tout de suite. Il va falloir passer par des étapes nécessaires pour clairement marquer notre engagement. Donc moi, effectivement, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, ce sujet de l'impact est présent au quotidien dans le projet Use It Again. On trouve des solutions, on est dans le réemploi d'abord, on trouve des solutions de recyclage sur des fibres très compliquées. Mais voilà, ce sont des épiphénomènes, j'allais dire, mais qui participent car chaque action contribuant à un impact, à limiter notre impact, est évidemment meilleur. Donc voilà, je pourrais vous citer le recyclage d'une fibre compliquée qui est le PBO qui tient mes câbles à bord là, les étés, que j'arrive à recycler chez un industriel aux Pays-Bas. Donc on se rend compte que la solution n'est pas forcément qu'en Bretagne, mais peut être aussi plus loin, il faut aller la chercher. Donc c'est un travail collectif. Donc c'est très intéressant ce webinaire organisé par Respect Océan, puisqu'il faut absolument travailler collectivement, s'inspirer des uns des autres et échanger. Voilà. Donc ça c'est quelque chose d'essentiel. Donc aujourd'hui, effectivement, ce qu'on peut se demander, pourquoi ça va pas plus vite, pourquoi le nautisme n'a pas encore, voilà, on n'a pas tous cette volonté d'aller dans cette direction, pourquoi des grands industriels comme le groupe Beneteau, par exemple, ne fait pas entrer davantage de fibres naturelles dans la composition de ces coques de bateaux, pourquoi les coureurs du Vendée Globe peuvent s'autoriser à avoir 3, 4 paires de feuilles pour préparer leur course, etc., etc. Donc c'est voilà autant de réflexions que nous devons tous avoir et effectivement il va falloir se poser vite les bonnes questions, agir rapidement pour limiter notre impact, comme on disait. Donc je suis ravi d'échanger, d'entendre, d'écouter effectivement plusieurs intervenants. Donc je citais Roland Jourdain du Fonds Explore, Adrien Hardy, coureur en Figaro et sur plein d'autres supports, et qui a, voilà, il nous racontera son expérience avec sa grand voile intégrant des fibres de lin lors de la dernière solitaire du Figaro l'été dernier. Mais on va également écouter Stéphane Lecointe qui est de l'ADEME en Bretagne, et puis Carole Bourlon, pardon, de Bretagne Développement Innovation, qui va nous apporter effectivement son œil d'expert voilà, au cœur du programme Eurlarge Innovation. Donc merci Aurélie, merci à tous et on se retrouve un petit peu plus tard pour clore ce séminaire. Bon témoignage à tous, écoutez bien les retours d'expérience et on sera heureux d'échanger avec vous plus tard. À bientôt. Merci Romain. On va maintenant laisser la parole et la webcam à Stéphane Lecointe de l'ADEME qui va donc nous faire des rappels sur ce qu'est l'éco-conception. Donc Stéphane, bonjour. Bon, donc bah oui, à moi de rebondir sur cette très bonne introduction et pour vous parler vraiment très rapidement de ce qu'est l'éco-conception. Pour voilà, derrière, en parler d'autant mieux qu'on maîtrise bien la technique et le contenu de cette discipline, de ce concept, et justement pour en faire quelque chose de concret. Voilà, donc en gros, l'éco-conception, ça peut s'adapter, s'utiliser sur tout produit,
Hein, donc voilà, là j'ai mis très rapidement à l'écran un matelas, un bloc lumineux, de la purée, une peinture. Vous voyez, une diversité absolue de produits. Il n'y a pas d'exemple avec le nautisme, j'y viendrai plus tard. Et globalement, tous ces produits-là, leur point commun, ceux que j'avais à l'écran là juste avant, c'est bien qu'ils ont tous bénéficié d'une démarche d'amélioration environnementale par une démarche d'éco-conception, avec des résultats extrêmement variés, parce que la variété des produits fait que on va travailler des sujets différents d'un produit à l'autre. Donc l'un va consommer extrêmement moins d'énergie, l'autre va économiser du carton parce qu'on a tout simplement optimisé les découpes et ou le volume du packaging. L'autre va gagner en durée de vie, en démontabilité. La peinture, on va gagner sur la non-utilisation d'intrants dangereux et ainsi de suite. Vous voyez, la diversité des solutions, des gains est extrême, puisque forcément, cette éco-conception peut s'appliquer à une extrême diversité de produits. Et puis, pour arriver à ces résultats-là, de la même façon, les démarches pour faire de l'éco-conception, il n'y a pas une recette, il y a bien des démarches, des outils plus ou moins complexes, plus ou moins simples, à l'inverse, pour arriver globalement à optimiser le produit d'un point de vue environnemental en étant sûr d'avoir bien fait les choses. Et là, on va rentrer un tout petit peu dans le détail de tout ça. C'était vraiment une intro de ma courte intervention. Donc déjà, le premier principe est bien en tête que un produit zéro impact, ça n'existe pas. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, ça ouvre justement tout le travail qu'il y a à faire. Et donc l'objectif de l'éco-conception, c'est bien d'améliorer globalement la qualité environnementale, écologique d'un produit, donc limiter ses impacts négatifs tout au long de son cycle de vie, et bien évidemment tout en conservant sa qualité d'usage. Il ne s'agit pas de dégrader la robustesse d'un produit juste pour le rendre plus léger et moins impactant. Si pour autant il ne peut servir du coup qu'une seule fois, on a perdu. Et donc l'idée de l'éco-conception, c'est bien d'intégrer l'environnement dans le processus de la conception même ou de la reconception. C'est en ça que je trouve moi une approche extrêmement riche. Principes fondamentaux de l'éco-conception, et c'est là qu'on rentre un tout petit peu dans la complexité, on va dire, de cette démarche. C'est bien une démarche multi-étapes, multi-critères et multi-acteurs, puisqu'on va regarder les impacts et surtout les possibilités d'amélioration de ces impacts d'un produit, d'un service, à toutes ces étapes, donc l'extraction des matières premières, la fabrication, le transport, la distribution, l'achat, bien évidemment aussi la phase d'utilisation, et enfin la fin de vie, et donc comment on va pouvoir recycler ou pas, par exemple. Multicritères, j'y viendrai très rapidement après, et multi-acteurs, oui, vous vous doutez bien que si on regarde toutes ces étapes, vous n'allez pas, vous, dans votre projet, à votre niveau, pouvoir maîtriser exactement tous ces indicateurs. L'extraction des matières premières, ça peut se faire malheureusement à l'autre bout de la planète par des grands acteurs ou des tout petits acteurs. La fabrication, idem, ça va être des sous-traitants et ainsi de suite. Le transport, c'est pas vous forcément qui l'assurez et ainsi de suite. Et puis la phase d'utilisation, par définition, c'est plutôt vos clients. Idem sur la fin de vie, c'est pas vous qui gérez la fin de vie. Donc vous voyez, c'est aussi du partenariat et cette nécessité d'avoir une vision panoramique sur la durée de vie de vos produits. Deuxième famille de principes fondamentaux, c'est donc intégrer une évaluation environnementale, comme je vous le disais, donc sur chaque étape de vie du produit, où on va regarder pour l'impact X. Alors en général, il y a une douzaine d'impacts sur l'environnement qui sont visés dans les démarches d'éco-conception. On va parler de raréfaction ou d'épuisement des matières premières, on va parler d'émissions de gaz à effet de serre, évidemment, on va parler de consommation énergétique, ça peut être directement lié, on va parler de toxicité, de pollution des milieux aquatiques, et ainsi de suite. Il y a comme ça une douzaine d'indicateurs et que l'on va qualifier, quantifier pour chacune des étapes du cycle de vie, donc l'extraction, la transformation, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis, fort de ce type d'approche, on va ensuite éviter ou en tout cas arbitrer les transferts de pollution. Je prenais tout à l'heure l'exemple très rapidement de dire on vient par exemple alléger un produit pour le rendre moins impactant au niveau de sa distribution,
pour le rendre moins utilisateur de matières premières. Oui, sauf que si on le rend trop fragile structurellement et que du coup on dégrade les impacts au niveau de son utilisation, bah, malheureusement on y perd. Donc l'idée c'est d'avoir cette vision panoramique parce qu'encore une fois, on peut trouver des solutions assez idéales, mais malheureusement c'est rare. Donc il s'agit surtout d'arbitrer finement en parfaite connaissance de cause et assumer par exemple que si le choix c'est par exemple d'augmenter la durée de vie du produit, parce qu'on a tout intérêt à le faire, parce que ça fidélise les clients, parce que ça va le rendre éventuellement plus réparable, que sais-je, ou réutilisable, bah, on va utiliser plus de matières premières, ou on va être obligé de renforcer un peu la structure. Bah, donc tout ça aura forcément d'autres impacts. Le tout, c'est de quantifier et d'être en mesure d'arbitrer de la façon la plus intelligente et la plus assumée possible. Alors pour tout ça, je vous rassure, il existe plein de choses, des ressources côté ADEME. Donc bon, tous ces liens, vous les aurez par la suite hein, dans un petit résumé de mon intervention. Donc pas de panique. Donc une rubrique sur le site de l'ADEME, mais il y a plein d'autres sites ressources bien évidemment, mais forcément moi je vais vous parler du site de l'ADEME. Donc une rubrique autour de cette notion d'éco-conception, un outil libre, gratuit le bilan produit qui vous permet, pourquoi pas déjà d'expérimenter un petit peu ces études d'analyse de cycle de vie ou multi-impact, multi-critères, multi-étapes à votre niveau. Et puis également, si vous avez besoin d'un conseil extérieur, notamment de mobiliser un bureau d'études, il y a des aides financières de l'ADEME qui sont mobilisables. Voilà, avec le lien qui va bien également pour le cadrage et la demande d'aide. Autre ressource, là, pour le coup très spécifique au nautisme, il y a quelques années maintenant, avec la région Bretagne notamment, on avait contribué à financer et à faire vraiment monter en compétence ce réseau Econav, et donc avec un travail de fond vraiment sur l'éco-navigation et des cahiers techniques autour de l'éco-conception, tant des navires et des équipements que des ports et des infrastructures portuaires, notamment autour de la plaisance, et puis une phase très importante s'agissant de nautisme et de bateaux, la pratique, c'est-à-dire l'utilisation. Encore une fois, là, on est sur on est sur des biens de consommation, on va dire ça comme ça, qui ont une durée de vie longue, et donc finalement, les impacts du nautisme sont en partie liés à l'utilisation réelle des bateaux, des usages qui en sont faits, voilà, sans même, encore une fois, anticiper sur la complexité ou pas, mais la complexité plutôt de la gestion en fin de vie de ces bateaux. Voilà, j'avais 10 minutes, je crois que j'ai réussi à tenir le timing. Merci beaucoup Stéphane. Donc on va maintenant passer à Carole Bourlon. Carole, je vais te laisser la parole dans quelques instants. Donc je t'invite à ouvrir ta webcam et je te donne la main tout de suite. C'est à toi Carole. Oui, merci Aurélie. Bonjour à tous. Donc, déjà, merci de m'avoir proposé d'intervenir. Alors, moi, ce que je propose de faire aujourd'hui, c'est de faire un état des lieux dans la filière technologique voile de compétition bretonne. Donc, on est vraiment sur une petite niche dans ce qu'est le nautisme. Voilà. Alors, la voile de compétition, voilà quelques chiffres clés déjà pour vous donner des éléments. Donc la voile de compétition, finalement, en Bretagne, c'est 210 entreprises, hein, ça concerne 210 entreprises, voilà, qui réalisent 83,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, et puis 980 employés. Voilà, c'est une filière qui agit, comme vous le voyez ici, avec tout un écosystème, hein, voilà, des classes de navigation, des courses, des centres d'entraînement, des coureurs, voilà, des laboratoires de recherche et développement. Et puis effectivement, quand on parle, eh bien, comment dire, des coureurs, ce sont finalement les clients des entreprises hein, qui sont, je dirais, présentes pour fabriquer les bateaux. Voilà, 201 projets sportifs en Bretagne, 320 emplois. Voilà, ces chiffres sont donnés sur la colonne de droite.
Donc, Stéphane précisait tout à l'heure les différentes étapes dans l'éco-conception. Nous, ici, au niveau de ce dont je vous parle, on agit sur la fabrication des bateaux de course, en fait. Et c'est bien de ça dont on va parler ce matin. Alors, moi, ce que je voulais vous proposer, c'était de faire un petit bilan, un petit état des lieux d'où on est la filière bretonne sur ce sujet-là. Déjà, vous dire que effectivement les réglementations et l'industrie évoluent, hein. On voit sur la gauche effectivement quelques exemples de volets réglementaires. Évidemment, les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, avec trois en particulier qui concernent, je dirais, l'industrie du nautisme, hein, l'objectif 9 qui concerne l'industrie durable, et puis l'objectif 13 qui concerne la partie climatique, et puis l'objectif 14 qui concerne la vie sous l'eau. Voilà, on peut citer aussi d'autres réglementations comme REACH, RO, qui sont des réglementations sur les matières dangereuses, et puis aussi des normes ISO, comme on a ici sur les machines-outils, qui permettent d'évaluer, faire l'évaluation environnementale, voilà, de la façon de produire. Donc il y a tout un cadre réglementaire, voilà, qui existe déjà, qui n'est pas spécifique au secteur du nautisme et de la voile de compétition. Et puis à droite ici de l'écran, vous voyez aussi au niveau industriel comment l'industrie évolue depuis qu'elle existe. Voilà, il y a des différents objectifs qui ont été poursuivis, des objectifs industriels, d'abord de qualité, hein, fin du XVIIIe siècle, de coût et de délai à partir du début du XXe siècle. Et puis aujourd'hui, voilà, on est plutôt dans l'ère des cybersystèmes. Et l'enjeu et l'objectif, je pense, que tous nous devons avoir pour demain, c'est évidemment une industrie propre. Voilà. Alors, au niveau de la voile de compétition, c'est évidemment aussi un secteur en mutation, hein, avec un écosystème qui est en interaction. Je vous ai présenté l'écosystème tout à l'heure. Il y avait les industriels, les coureurs et puis les laboratoires, enfin tout ce que vous avez pu voir sur le premier dessin que j'ai présenté. Ici, on voit de façon un petit peu plus, je dirais, précise ce qui se passe. Donc, on a des sportifs, des industriels et des sponsors qui sont désormais de plus en plus sensibilisés à l'impact de la filière sur l'environnement. Voilà, on a un fonctionnement des écuries et des événements, mais aussi des règles de course et des jauges. Et c'est plutôt là que nous, industriels, on va être concernés, qui sont en train d'évoluer pour aller dans ce sens. Voilà, et pour les industriels, il convient donc aujourd'hui de s'interroger sur l'intégration des considérations environnementales dans la conception et la construction des voiliers de compétition. Et puis, avec évidemment un objectif qui va être de conjuguer la performance et puis la maîtrise des impacts. Parce que quand on parle de voile de compétition aujourd'hui, c'est bien la difficulté, c'est qu'on cherche de la performance. Donc, on va chercher notamment voilà, dans les matériaux composites, des matériaux très résistants, mais qui sont pas forcément, qui ne sont pas des matériaux très, très intéressants en termes d'impact environnemental. Alors, nous, on a réalisé, puisque donc, moi, je m'occupe chez Bretagne Développement Innovation de la filière technologique voile de compétition bretonne, avec un programme qui s'appelle Eurolarge Innovation, hein, qui existe depuis 2005, qui accompagne les entreprises. On réalise régulièrement des petites études. Et on en a réalisé une, donc là, cet été, où on a effectivement intégré des questions concernant la transition environnementale. Alors, on voit ici que les entreprises, donc, du fait de la crise Covid, ont des stratégies de développement qui sont en cours, en train de bouger pas mal. On voit ici, donc, à gauche, des stratégies qui bougent partiellement et profondément, hein, pour les 2/3 des entreprises. Et puis ici à droite, on voit les sujets d'intérêt des entreprises. On voit que notamment, il y a 3 sujets de diversification pour les entreprises qui sont liés à des activités ou des secteurs industriels en lien avec la transition. Et puis aussi une volonté de travailler sur les matériaux composites. Alors, on n'a pas de détails, on n'a pas demandé à ce stade de détails sur ce qu'elles souhaitent faire, mais on voit que ce sont des enjeux de développement importants pour ces entreprises. Ensuite, ici, voilà, on a demandé aux entreprises comment elles percevaient la transition environnementale et pour elles, c'est évidemment un enjeu sociétal, mais surtout et aussi un enjeu d'attractivité pour cette filière. Voilà, donc contribuer, je dirais,
à la transition, c'est quelque chose d'important pour le système économique que représente cette économie. Voilà, 91% sont tout à fait d'accord avec cela. Voilà. Elles sont également évidemment impliquées dans la Brescope. La Brescope, c'est peut-être que Sophie Simon en parlera un petit peu plus tard. La Brescope, c'est le projet de territoire breton, hein, mais qui est très lié, je dirais, aux objectifs de développement durable de l'ONU. On a demandé aux entreprises comment elles se sentaient impliquées dans tout ça. Et on voit ici, notamment sur la partie basse, hein, les 3 objectifs dont on parlait tout à l'heure, des entreprises qui se sentent quand même très impliquées. Voilà. Alors, après, la question, c'est de se dire de l'implication à l'action, comment les entreprises agissent. On se rend compte que voilà, sur l'éco-conception, donc là, on a resserré, je dirais, les questions, on a groupé au niveau des industriels, on a eu 46 industriels qui nous ont répondu, et on leur a demandé comment est-ce qu'elles pratiquaient l'éco-conception. Et là, on se rend compte effectivement que de pourcentage très élevé jusqu'à présent, quand on était vraiment dans une question assez générale, on a 63% d'entre elles qui ne pratiquent pas encore l'éco-conception, dont notamment 29% qui n'ont pas prévu de s'y intéresser. Et pour le reste, certaines qui pratiquent depuis plusieurs années ou plus récemment. Voilà, donc je dirais que c'est une information, ça nous donne une photographie de ce qui se passe dans la filière pour le moment. Et puis, voilà, il y a certainement des attentes de la part des entreprises. Donc, on leur a demandé de quoi elles avaient besoin pour structurer leur démarche. Et on se rend compte que donc les entreprises sont en attente en fait d'une démarche de filière pour leur permettre, je dirais, d'avancer dans leur projet. Alors, quand on dit démarche de filière, voilà, elles veulent qu'on les aide dans une démarche collective d'éco-conception. Elles veulent également avoir des formations sur des volets techniques en lien avec la RSE et l'éco-conception. Et puis, elles sont évidemment en faveur de l'économie circulaire. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que ce questionnaire en fait traduit une certaine ouverture des chefs d'entreprise, mais qu'il ne faut pas oublier de dire qu'il y aura de nombreux pas à franchir avant de pouvoir parler de pratique de l'éco-conception. Et puis que voilà, en brûlant les étapes, on a forcément un risque de fragiliser la filière. C'est ce qui ressort des échanges qu'on peut avoir avec les chefs d'entreprise. Et que donc c'est très important, comme on le disait précédemment, d'être fédéré et aussi accompagné dans cette démarche. Voilà, que ce ne soit pas qu'une démarche individuelle, mais plutôt une démarche de groupe, de filière. Et c'est pour ça que ce webinaire de ce matin est très intéressant. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup Carole. C'était vraiment très bien présenté. Merci à Stéphane également. On va maintenant donc passer à la première session de questions et réponses. On a reçu donc déjà énormément de questions. En attendant, on va basculer donc sur la facilitation graphique puisque comme nos autres webinaires, celui-ci fait l'objet d'une synthèse graphique par notre facilitatrice Fanny Didou. Donc Fanny, tu peux partager ton écran pour expliquer un petit peu pour montrer un peu où en est le schéma. On a reçu, en attendant qu'elle partage son écran, on a reçu donc beaucoup de questions, beaucoup de commentaires et beaucoup de personnes nous disent qu'il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent déjà sur ces sujets-là. Il y a la Fédération des industries nautiques, il y a Catherine Chabot qui est également notre ambassadrice qui avait travaillé là-dessus il y a quelques années avec l'UBS. Il y a un projet Goalas. Donc voilà, il y a beaucoup de projets. Donc effectivement, on a bien conscience que les projets sont nombreux. L'idée du webinaire d'aujourd'hui, c'était pas forcément de faire témoigner tous ces projets qui sont beaucoup trop nombreux et qui n'auraient pas tenu dans un webinaire d'1h30. On essaiera dans les ressources de vous mettre la liste des projets, des autres projets qui existent, mais évidemment, il y en a d'autres que ceux qu'on a décidé de faire témoigner aujourd'hui. Donc, je vais passer à la première question. Donc, j'invite
que Stéphane, Romain et Carole à réouvrir leur webcam si vous le souhaitez, pour poser la première question. Donc, une première question est la suivante. Est-ce qu'il ne faudrait pas, concernant les courses, créer de nouvelles courses ou des catégories dans les courses existantes spécifiques aux navires éco-conçus, comme cela a été fait donc, en Formule 1 avec la Formule E? M'entends, ça va, Oui, Aurélie? c'est bon. Ouais, c'est bon. Bon, c'est un sujet que je connais un petit peu. Euh, Peut-être qu'Adrien et Bilou auront un avis aussi là-dessus. Je pense que c'est quelque chose de très compliqué parce que, en fait, je suis organisateur de courses également. Euh, donc, je sais ce que c'est que d'organiser une course qui est régie par plein de règles, etc., des règles de classe, des règles de course dépendant de la Fédération française de voile, etc. Et en fait, c'est assez compliqué parce que finalement, pour être justement partie prenante dans le sujet avec un bateau ancien, remis sur le marché, etc. Et qu'est-ce qu'un vieux bateau? On n'y arrivera jamais. Parce que surtout que on a des vieux bateaux. Alors, on a les classiques yachts, on prend les bateaux du début du XXe siècle, magnifiques bateaux en bois qui courent beaucoup en Méditerranée, etc. Bon, ça c'est autre chose, mais qui peuvent être très très bien entretenus avec des nouvelles voiles. Et de même, sur les bateaux de course, en fait, on a des bateaux, si vous prenez un bateau, par exemple, qui a gagné la dernière route du Rhum, c'est un bateau assez ancien, mais qui est passé entre de telles mains qu'il a toujours été, il est toujours dans l'innovation. En fait, ça a été le bateau de Franck Camas, puis le bateau de Banque Populaire, puis le bateau, bon, voilà. Et il a toujours subi des transformations pour être dans l'innovation. Donc finalement, c'est pas l'âge du bateau qui va jouer, mais plutôt en fait l'impact, c'est-à-dire que tout ce qui va être mis au bout du jour, tout ce qui va être investi dedans, que ce soit en R&D, en matériaux, en voile, en foil et tout ce qu'on veut. Donc en fait, ce sujet-là, on me l'a souvent posé parce que, comme je disais, je connais un peu ce sujet d'organisation de course et c'est très compliqué à mettre en place et quasiment impossible. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il faudra plutôt à l'avenir mettre en place une espèce de limitation des jauges. Bon, à voir, c'est quelque chose de compliqué, mais voilà, avec certains critères en disant qu'effectivement, il y a un certain nombre de voiles qui peuvent être produites uniquement. Comme ça se fait sur la Coupe de l'Amérique, par exemple. Selon les éditions, c'est que vous avez le droit à tant de voiles, quoi, ou dans d'autres séries. Mais il faut le nombre de voiles sur le projet, par le nombre de voiles sur le bateau, si on prend ce sujet, par exemple. C'est-à-dire que les IMOCA, ils courent avec 8 voiles, je crois, sur leur bateau, ceux qui sont sur le Vendée Globe, donc. Mais s'ils en ont fait auparavant 25 en test, ça n'a aucun intérêt en termes d'impact. Donc il faut limiter à chaque fois l'engagement des ressources en fait dès le début du projet. Donc est-ce que c'est un projet qui va embaucher 40 personnes dans un bureau? Donc là vous pouvez être sûr que ça va turbiner en termes d'informatique, d'électronique, de tout ce qu'on veut, de R&D et effectivement de tests en tout genre, hein, les voiles, les foils, voilà, tous les appendices, c'est tout ce qu'on veut. Ou effectivement ça va être un projet très raisonnable. Donc ça c'est quelque chose de compliqué à mettre en place sur des courses avec les anciens bateaux. J'adorerais voir plus d'anciens bateaux, mais on va vraiment avoir beaucoup de mal. Maintenant, effectivement, l'éco-conception, ça va être autre chose. Peut-être qu'il y aura des critères justement sur l'éco-conception plus tard qui vont dire est-ce qu'on pourra avoir des courses avec des bateaux éco-conçus? Ça, le jour où ça arrivera, ça sera magnifique. Mais déjà, on peut mettre en place sur les classes existantes, et ça, c'est des sujets que je porterai avec des gens comme Adrien Hardy et autres autour d'un collectif qui s'appelle La Vague. On en a déjà un peu parlé. Il y a des choses qu'on peut mettre en place. C'est-à-dire que sur toutes les classes, je pense qu'il y a quelque chose d'assez simple à mettre en place. C'est que sur toutes les classes monotypes, où on a tous le même bateau, il faut absolument limiter l'impact. C'est-à-dire que finalement, vous prenez la solitaire du Figaro, on se fout absolument que le bateau aille à 6 nœuds 2 au près ou à 6 nœuds 8, s'ils ont toutes la même voile. Et si on arrive à faire des voiles qui ont beaucoup moins d'impact, qui sont beaucoup moins consommatrices, qui sont produites en France, près de chez nous, etc., plutôt qu'elles viennent des US via avion et autres, dans des fibres très exotiques, eh ben, ça, on peut le faire. Et ça, c'est des choses pas très compliquées. Il faut juste de la volonté de la part des coureurs, des organisateurs, mais surtout des coureurs avant tout, pour qu'ils se disent, OK, nous, maintenant, si on court en Figaro, par exemple, si on prend cette classe-là, la classe la plus connue, monotype la plus connue, eh ben, on aura des génois en millard qui sont quasiment recyclables. Voilà. Ou il y aura un projet de deuxième vie après ces voiles si elles ont perdu en performance. Pourquoi pas? Mais on peut trouver ces limites-là
je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place rapidement. Mais ça, c'est la volonté vraiment des coureurs. Il faut pousser, il faut qu'on soit un petit peu, qu'on fasse preuve un peu de lobbying auprès de nos collègues coureurs pour éviter effectivement l'inflation des budgets aussi déjà. Et effectivement, qui dit inflation des budgets dit inflation des ressources consommées. Voilà mon avis. Merci. Donc une deuxième question donc à laquelle tu pourrais répondre, mais on va peut-être laisser Carole répondre à cette question. Carole, quels sont les principaux points de blocage finalement quelles sont les principales difficultés et les limites de la transition de la filière aujourd'hui? Alors, bon, je pense que déjà, le premier point, c'est qu'aujourd'hui, on va dire, la filière, elle est au service en fait de clients, hein, et les clients, ce sont les coureurs, et qu'aujourd'hui, on va dire qu'il y a c'est vrai, une surenchère aussi technologique pour faire de performance, hein, pour que, on voit bien dans le vent des globes aujourd'hui ce qui est en train de se passer, mais il y a aussi une sacrée leçon qui est en train de se passer, c'est ce que fait Jean Le Cam, qui montre aussi comment, avec un bateau ancien, on peut réussir aussi à être en tête d'une course avec un bateau qui a été dans l'innovation, renouveler son innovation sur différentes depuis plusieurs années. Alors bon, déjà il y a ça. Alors, le point de blocage, c'est en fait les industriels font quelque part les bateaux qui leur sont demandés. C'est générateur d'économie, donc ça c'est quand même ça il faut pas l'oublier. Donc on Oui, peut pas non l'économie. tout jeter et tout arrêter en disant on fait plus d'économie non plus. Voilà. Donc bon, là, il faut donc effectivement faire attention entre effectivement dire les bateaux on les utilise plusieurs fois, mais du coup on casse un peu l'économie. Hein, ça c'est le premier point. Et puis les entreprises, elles utilisent aussi, je dirais, il faut que la chimie, il faut que tout ça, ça remonte aussi. Parce que nous, là, on est en train de réfléchir au nautisme, etc. Mais par exemple, quand on prend le problème des composites, aujourd'hui, la voile de compétition, c'est un tout petit secteur pour les composites. Il y a d'autres secteurs qui l'utilisent beaucoup, donc il faut aller se grouper avec d'autres pour faire avancer la réflexion, pour qu'au niveau des matières, de la recherche sur les matériaux, il y a des choses qui avancent aussi, qui vont pouvoir ensuite être transformées et utilisées sur les bateaux de façon plus intéressante. Donc les points de blocage aujourd'hui, je pense que jusque-là, les gens étaient chacun un peu dans leur coin, et que ce qui va faire avancer les choses, c'est justement de se réunir comme on est en train de le faire là, avec toutes les parties prenantes finalement. Bon, c'est vraiment la RSE quoi du coup, hein. C'est vraiment avoir cette dimension qui va permettre de débloquer les situations. Et puis d'avoir aussi les institutions aussi aux côtés des entrepreneurs du secteur privé, avoir les institutions aussi, parce que c'est vrai que les entreprises peuvent pas tous faire, tout financer. Hein, il y a quand même des choses, il y a des financements pour changer. Il faut financer le changement, et ça se fait pas de façon très simple non plus. Merci beaucoup. Donc on a une avalanche de questions. On est navré pour toutes les personnes qui nous sollicitent. On n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. On essaiera de travailler avec les intervenants à une synthèse des questions s'ils en sont d'accord à la suite. On a beaucoup de questions sur les solutions, mais on verra ça dans une deuxième partie, puisque dans une deuxième partie, vous aurez 3 exemples justement de solutions qui existent et des retours d'expérience sur ces solutions. On va poser une dernière question avant de passer à la partie justement sur les solutions. Finalement, sur un bateau, quels sont les éléments qui ont le plus d'impact écologique? Alors, en voilà une très bonne question qui illustre parfaitement, comment dire, la façon dont on doit dérouler une démarche d'éco-conception. Parce que concrètement, c'est quasiment impossible comme ça, enfin, de pointer du doigt un élément, un matériau, ainsi de suite. Alors, alors d'une, je suis pas du tout voileux, je m'en excuse. Voilà, ça arrive. Mais j'avais effectivement pas mal travaillé avec Econave à l'époque sur ces cahiers techniques, hein, autour de l'éco-conception des navires, des infrastructures portuaires et des usages. Et
si je sors là du contexte qu'on a très largement déjà évoqué, qui est la voile de compétition, et si on prend, on va dire, le nautisme dans son ensemble, donc voilà, en intégrant notamment tout le nautisme grand public, pour moi, hein, mais ayons globalement en tête, et ça a été d'ailleurs évoqué par Romain, que un navire, même s'il intègre des éléments, des sous-éléments qui sont très impactants, on va, comment dire, tasser ces impacts si on arrive à utiliser ce navire et ses équipements longtemps. Si on est capable, voilà, de l'entretenir, de l'utiliser raisonnablement, de prolonger sa vie, de l'améliorer, ainsi de suite, sans instantanément, globalement, il est démodé, il n'est plus assez performant, il passe au broyage. Dans le meilleur des cas, on arrive à recycler 2-3 éléments, mais globalement, on ne sait pas trop parce que les matériaux sont compliqués. Bref, pour moi, un des sujets principaux, c'est comment on prolonge la durée de vie de ces bateaux qui sont quand même par définition des objets massifs, même si on les veut les plus légers et ainsi de suite possible, qui, pour la plupart, je parle là des bateaux de plaisance grand public, on commence à voir arriver maintenant les premiers bateaux de plaisance de l'explosion de la plaisance années 70 en gros. Ça y est, ils arrivent entre guillemets enfin en fin de vie, ou surtout pas d'ailleurs, mais le pic il est maintenant. Donc, vous voyez la durée de vie qu'il y a. Donc travaillons sur la durée de vie, travaillons sur les usages, et finalement la question de matériaux ou d'éléments particulièrement impactants, je ne veux pas dire qu'elle est secondaire, hein, surtout pas, bien évidemment pas, mais n'oublions surtout pas de travailler l'usage et la durée de vie. Oui, Stéphane, si je peux me permettre, effectivement, pour compléter ce que tu as dit, ainsi que Carole tout à l'heure. En deux petites Ouais, minutes, Romain, après on doit passer aux rapidement. solutions, mais vas-y. Ouais, rapidement, moi je suis engagé sur le sujet d'économie circulaire. Effectivement, Carole, tu disais tout à l'heure qu'il faut pas effectivement clouer au pilori les bateaux neufs, l'innovation, etc. Mais il y a quelque chose de très important que peu ont en tête, et certes, et encore moins dans notre secteur d'activité, parce que globalement, il faut quand même se dire qu'un coureur, plus il a de budget, plus il va dépenser. Faites le tour de la base à Lorient et autres, c'est quand même le cas. On quand même cette conscience environnementale, ça faut le reconnaître. Donc on a vraiment du boulot là-dessus à faire. Mais après, le sujet justement du réemploi et de la seconde main et autres va créer du business, va créer une économie. C'est tout le principe de l'économie circulaire, c'est tout le principe qu'Hélène MacArthur porte depuis 10 ans avec sa fondation, c'est que cette économie dite circulaire va créer de nouveaux débouchés. Elle est génératrice d'emplois, elle est génératrice de business. Donc on ne peut pas toujours se dire que ça va être que tout va gérer sur l'innovation. Si on réfléchit comme ça, on va dans le mur direct. Voilà. Si on parle innovation, parce que l'innovation d'abord, elle peut être responsable, et l'innovation, c'est aussi trouver des solutions pour de l'existant. Et ça rejoint effectivement ce que dit Stéphane, c'est qu'aujourd'hui, on doit faire preuve de sobriété. Tous les grands scientifiques le disent, tous les analystes le disent, on n'a pas le choix. Si on rentre pas dans cette sobriété, y compris dans la course large, eh ben, on va dans le mur. Ça, c'est une évidence. Donc, en fait, on veut y aller plus ou moins vite ou pas. Mais en tout cas, on doit vraiment avoir ça en tête et justement prendre du recul un peu sur tous ces éléments. C'est important. Et cet échange est effectivement important parce que, justement, on doit être dans la réflexion collective de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire de ces anciens bateaux? Et est-ce que, effectivement, une voile qu'on estime moins performante doit aller au rebut, doit aller à l'enfouissement parce que c'est ce qui se passe. Donc, effectivement, l'innovation est aussi une innovation positive sur de l'existant. Il ne faut pas penser uniquement à l'innovation techno, nouveau, consommatrice de ressources, voilà, qui sont essentiellement issus de la filière du pétrole en ce qui nous concerne. Merci beaucoup, Romain. Donc, on a reçu vraiment beaucoup de questions très intéressantes. Donc, je pense qu'on travaillera à une synthèse de ces questions après. On va maintenant passer à la partie sur les solutions. Et on va donner la parole dans un premier temps à Roland Jourdain, qui représente aujourd'hui, qui est avec sa casquette Kairos. Donc, Roland, je t'envoie donc un lien pour que tu puisses partager ton écran avec nos participants d'aujourd'hui. Et tu peux mettre donc ta présentation en diaporama et ensuite je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Alors suis-je en diaporama ou Alors pas? non,
il faut que tu cliques sur à partir du début qui est sur la gauche de ton. Bonjour à toutes et à tous. Tout a été dit déjà. Alors moi, écoutez, je vous propose de vous raconter le chemin qu'on a parcouru avec mon équipe chez Keros, donc notre entreprise. On est basé à Concarneau et la création du fonds de dotation Explore, effectivement. Alors pour le gag, alors c'est une partie du début de l'histoire. S'il y en a qui me reconnaissent sur la gauche, on est dans le début des années 80 sur les premiers bateaux construits en full carbone. Hein. Là, en l'occurrence, c'était le catamaran de Philippe Gentot, Crédit Agricole, fait chez Multiplast, qui n'était pas encore à Vannes, mais à Carquefou. Donc je dirais pas que je suis pardon, tombé dans le carbone quand j'étais petit, mais quand même, à part faire du bateau, le composite m'a appris à en construire et à développer ma passion qui est devenue un métier. Donc le carbone au module, hein, on en a parlé, on sait que alors ça a commencé effectivement sur sans doute pas mal sur les bateaux de course parce que la course au large a été cobaye et pilote d'essai là-dessus. Aujourd'hui, on sait qu'un bon avion de transport s'allège et navigue ou plutôt vole en fibre au module parce que plus on est léger, moins on consomme de carburant. Le problème, c'est que pour le rendre léger, c'est du carburant parce que tout ça, ça vient du pétrole. Et donc l'affaire est bien compliquée, mais les intervenants précédents l'ont bien résumé. Donc nos métiers sur la partie voile, donc une écurie de course au large, qui était à l'origine faite pour mes propres projets avec un objectif de développement à d'autres skippers, c'est de l'accompagnement sportif et technique, du logistique et du financier, de l'accueil de projets. J'ai tradition de dire que nos métiers sont entre ceux de la NASA et du Cirque Pinder, parce qu'on est dans le très high-tech, mais il faut toujours répondre à des situations abracadabrantesques, comme disait l'autre. Donc voilà la vie d'une écurie de course. Alors moi, mon problème, ou en tous les cas, mon questionnement, à force de naviguer, ça s'est passé particulièrement dans la décennie 2000-2010, où l'océan, le tapis sous lequel on cache la poussière, ça m'est apparu quand même par l'accélération de nos activités. Alors l'activité course au large, parce que on traversait la planète en réduisant les vitesses, en accélérant énormément, donc on réduisait le diamètre et je me disais mais c'est pas possible que ce terrain de jeu sur lequel on est, où je vois le trafic maritime mondial s'agrandir, la pollution des océans, je suis dans un truc là que je ne contrôle pas et donc ma performance, ou en tout cas ma quête de performance, en venait à être alternée. Et donc j'ai commencé à me poser des questions sur mais combien je coûte moi cette passion qui est devenue un métier, pour aller sur le plus beau terrain de jeu du monde qui est très lié à l'environnement. Tout ce qu'on fait, c'est de la bio-inspiration, c'est essayer de ressembler à un dauphin, de ressembler que nos voiles ressemblent à un profil d'aile d'albatros, mais combien on coûte à la nature en fait. Et donc on a eu l'occasion de faire, enfin l'envie et l'occasion de faire le bilan carbone de notre activité. Donc était l'activité, ça coûte combien de faire un Vendée Globe sur un projet gagnant, donc sur 3 ans d'activité, qu'est-ce que c'est? Donc on pourrait en parler longuement, mais brièvement, et vous en avez déjà parlé. C'est beaucoup et pas beaucoup. S'il faut donner des chiffres, on peut donner entre 600 et 800 tonnes équivalent CO2 pour cette campagne-là. Si je prends 605 tonnes qui étaient retenues dans notre bilan, c'est parce que on considérait que le bateau ferait d'autres courses. Il en a effectivement fait d'autres, puisque son premier Vendée Globe en 2004, un deuxième en 2008, il a fait 2 autres tours du monde et plusieurs transats encore. Donc c'est un bateau qui continue à naviguer. Quelques petits détails sur le bilan carbone, sur l'impact environnemental, je dirais, de notre activité. Ce qu'on a découvert là-dedans, c'est que effectivement, moi, je me focalisais sur le bateau et sur les matériaux, qui sont globalement 50% de l'impact de l'opération. Ça veut dire que c'est la vie de l'entreprise à terre
qui fait 50% de l'impact à côté. Et finalement, il y a des leviers sur lesquels on peut jouer plus facilement. Et ce que peut faire toute entreprise, qu'elle fasse des pains au chocolat, des brosses à dents ou de la course au large, c'est-à-dire l'isolation des bâtiments, c'est-à-dire une optimisation de logistique, c'est-à-dire économiser sur les transports, etc. Et on a remarqué déjà, alors ça fait 10 ans hein, à cette époque-là, des petits pics comme le numérique. Le numérique était quelque chose d'impactant et je ne m'en apercevais pas. Donc aujourd'hui, l'augmentation exponentielle du numérique fait que dans le coût carbone de ce qu'on fait, alors il faut toujours regarder le ratio progrès et impact, mais le numérique est un vrai poste. Sur un bilan carbone comme celui-là, on peut remarquer aussi que si c'est poussé par le vent et tant que ça navigue, ça consomme peu. Quand ça démate, ça consomme beaucoup. On a un dématage et un retour du bateau d'Australie qui fait un pic d'impact. Alors le chemin, on l'a continué en se disant mais oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre petite entreprise à Concarneau? On sait le manier le composite. Et après quelques années d'essais par plaisir et par passion, donc le bureau d'études Kairos Environnement a pignon sur rue maintenant depuis quelques années. Et on travaille dans la recherche et développement et le prototypage et production de matériaux à moindre impact environnemental et qui se rapprochent un peu plus de nos métiers, le nautisme étant notre ADN. On a essayé de faire un preuve de concept, d'abord sur des échantillons, ensuite sur des vaisseaux comme on voit le stand-up paddle ici ou quelques surfs, sans objectif de commercialisation à notre nom propre, mais pour essayer. Et le trimaran Gwalas dont Aurélie parlait tout à l'heure est ici. Donc c'est un bateau qui navigue depuis 7 ans maintenant, 7 ans et demi même. Un bateau fabriqué donc en fibre de lin, avec des ames en liège ou en balsa et des résines partiellement biosourcées. Donc on est allé à la recherche en fait de ce que la nature sait très bien faire et d'intégrer dans nos capacités à mettre en œuvre des composites ces produits issus de la biomasse et de la nature, donc des fibres végétales qui à l'origine pouvaient être du chanvre, j'ai parlé du lin, du jute, il y en a encore beaucoup d'autres. Aujourd'hui, et nous avons de la chance en France parce que le lin français est parmi les meilleurs lins du monde, voire le meilleur. Donc il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. On parlera de technique et on parle usage aussi parce qu'en fait, quand on a construit ce bateau-là, beaucoup ne sont même pas venus nous voir d'ailleurs. Beaucoup ont pensé que c'était de l'herbe et que ça prendrait l'eau et que ça coulerait. Il se trouve que le Gwalas navigue encore, il navigue toutes les saisons. On s'applique à le faire souffrir plus qu'un bateau de plaisance et ça marche encore très bien. Toutes ces réalisations-là sont sur le même principe. Donc ici, on a un bateau de transport de passagers. Ici, on a le Gwalas avec équipé d'une aile rigide, mais là, on est dans le cadre du développement de la filière éolienne pour le transport maritime. Et là, on est sur des pratiques de thermodurcissable, donc ce qu'on fait classiquement dans nos pratiques du nautisme, de la résine, un durcisseur, je mélange et j'atteins un produit C qui malheureusement n'est pas recyclable. En revanche, l'impact environnemental du composite, si on considère une incinération, mais j'irai pas trop loin quand même là-dedans, est bien favorable quand on y met de la fibre végétale. Le parcours nous a amené ailleurs, puisque la filière nautique, il y a quelques années, n'était pas encore vraiment éveillée. Ça n'a pas encore énormément bougé, mais on sent des frémissements. Et compte tenu du fait que 80% de la pollution des océans vient de la Terre, on s'est penché aussi sur les volumes de plastique ou de composite qui sont plutôt terrestres, ce qui nous a amené sur des horizons carrément très différents de la course au large. Et là, c'était un grand écart. Mais on a travaillé avec la société Clarins sur des microbilles biodégradables dans la gamme des produits exfoliants. Donc là, je me suis rendu compte que c'était bien plus compliqué que de faire une microbille pour qu'il ne gratte pas la peau qu'un bateau de course au large. Donc c'était très très intéressant. Et on a développé aussi cette gamme de panneaux composites, alors 100% biosourcés pour le coup, parce qu'on est sur des techniques
thermoplastiques, donc qui sont différentes, sur des liants venus d'amidon comme le PLA, et avec des renforts en lin, liège ou différents autres produits sur des applications terrestres. Donc on parle ici de la PLV, de l'agencement, etc. Et là, pour le coup, moi, j'en suis particulièrement heureux parce que ce produit-là, il est compostable en compost industriel. Donc, il est 100% recyclable. Et comme à l'heure d'aujourd'hui, les filières de recyclage ne sont pas vraiment encore là, on a la possibilité du compost, mais ça peut servir très longtemps si ça reste dans un univers sec, parce que ça se biodégrade à l'eau, donc on n'est pas encore à la veille de faire des coques de bateau biodégradables en temps voulu. Si le vent mollit avant la ligne d'arrivée, ça va pas être facile. Roland, Alors j'ai le mauvais rôle de te demander de terminer en 1 ou maximum 2 minutes parce qu'on a encore pas mal de personnes qui doivent intervenir. Et voilà, le temps Ok, d'accord. dédié normalement était terminé. Donc voilà, j'ai ce mauvais rôle de devoir te T'as bien demander raison parce que j'ai pas de d'accélérer un chrono. peu. Ouais. J'ai pas de chrono. On accompagne évidemment toutes nos réalisations d'une étude d'analyse de cycle de vie, parce que dans les matériaux comme ailleurs, la chasse aux fausses bonnes idées doit être faite. Donc il faut absolument apprendre tous ce que c'est que cet impact, combien on coûte à la nature et avoir les bons outils pour s'en servir. Je ne parlerai donc pas du fonds Explore, j'ai parlé des partenaires avec lesquels on travaille et je citerai l'ADEME aussi parce que Stéphane nous a aussi accompagnés sur plusieurs dossiers. Et je finirai juste par dire que la technique, c'est bien, mais comme vous l'avez dit précédemment, c'est les usages qu'il faut aussi bouger. Et c'est pour cette raison-là qu'on a créé Explore, le fonds de dotation. Ça serait trop long d'en parler, mais il faut inspirer et il faut surtout donner envie au plus grand nombre de faire différemment. Donc je coupe Aurélie parce que j'aurais pu être beaucoup trop long. Et à toi la parole. Alors Julien, donc on va passer maintenant à Julien Gracio qui va nous exposer donc son initiative. Donc Julien, je te laisse l'écran et je t'invite à ta webcam. C'est à toi. Bonjour à tous, merci de me donner la parole dans le cadre de ce webinaire. Je suis ravi d'être là. Et alors moi j'avais envie de commencer donc par juste une petite vidéo qui montre la mise à l'eau du premier bateau que j'ai construit. Donc je l'appelle Palato. C'est un clin d'œil à une langue, enfin un pays, une langue régionale. Enfin ça veut dire balancier en langue manda, qui est une langue du sud-ouest de Sulawesi, d'où je me suis inspiré pour concevoir ce bateau. Voilà, partie de la forme des stand-deck, un bateau un peu particulier, très rapide. Mais je vous en dis pas plus, je monte la vidéo et après je passerai à un diaporama avec un peu plus d'explication. Alors le son ne fonctionnera pas pendant la vidéo puisque le lien doit être intégré à la plateforme en amont. Donc je t'invite à commenter et à commencer à parler sur la vidéo puisque seulement l'image sera visible. C'est très court, c'est juste 1 minute pour la mise à l'eau. Hop là. Pardon. Voilà, donc c'était au début du confinement, le 20 mars, je ne sais plus, le 16 mars. On a eu une très belle journée pour la mise à l'eau de mon premier prototype. Tout a incroyablement bien fonctionné. Voilà. Tac. Voilà, donc je reviens. Donc c'était voilà, pour vous montrer déjà ce que je construis. Donc là, moi, je suis complètement dans une autre approche de l'éco-conception. Je suis reparti vraiment aux fondamentaux de la construction de bateaux.
fondamentaux à l'historique, on va dire, vraiment partie des bateaux traditionnels que j'ai pu observer ou rencontrer un peu de partout dans le monde, beaucoup de voyages, et reprendre un peu le fil avec la conscience que j'ai pu développer par mes activités avant en biologie marine. Avant, j'étais biologiste en fait, et je travaillais dans des associations, dans des laboratoires de recherche. Et de ces expériences, en fait, je me suis, comment dire, confronté à différentes situations, à voir l'efficacité ou non de ce qu'on pouvait entreprendre en milieu associatif pour protéger les tortues, ou dans un laboratoire pour essayer de mieux gérer les espaces protégés, lutter contre les espèces invasives, des choses comme ça. Donc ça m'a fait beaucoup réfléchir et à un moment, bon voilà, je me suis lancé avec ma passion pour les bateaux, dans la navigation. Alors je suis devenu marin, d'abord sur des vieux gréements, parce que c'était ce domaine-là qui m'attirait le plus. Et ensuite, de ces observations, je me suis dit, quel genre de bateau j'aimerais avoir? Pas un bateau en résine, en plastique, tout ça. Ça me convenait pas. J'en ai eu un, mais ça me convenait pas. Un bateau traditionnel, c'est chouette, mais ça coûte cher à construire en neuf. Restaurer, c'est encore une grosse entreprise. C'est pas évident à se promener en famille sur un vieux bateau de pêche. Donc, je suis parti dans l'idée d'en concevoir un pour moi déjà, et après d'en faire mon métier, de le diffuser, de le proposer au grand public. Je vais vous montrer un diaporama, des photos, un petit peu du fil de... Voilà, donc l'entreprise s'appelle Organic Boats. Je suis parti sur une image que j'avais fait à Flores, dans le sud de l'Indonésie, où on observe beaucoup de petits bateaux encore en activité, les petites pirogues en bois. Voilà, donc ça c'était vers Komodo, je voyais c'était il y a une dizaine d'années, ça c'est un voyage que j'ai fait il y a une dizaine d'années où je voyais des pirogues comme ça par-ci par-là, où les gens l'utilisent encore très communément. Donc pour se déplacer, pour pêcher, pour emmener des marchandises, Komodo, ils font les allers-retours, 4 heures de mer sur des bateaux en bois ou avec des courants incroyables et des conditions quand même assez musclées. Donc ça existe partout dans plein d'endroits dans le monde. Encore les gens y vivent avec, ils utilisent pour leur quotidien des bateaux en bois. Alors pas que en matériaux naturels non plus, parce qu'on voit beaucoup de plastique maintenant qui est apparu sur ces bateaux avec les voiles en bâche cousues. Ils font ça très bien, mais ils partent avec des bâches en plastique. Voilà, donc ça c'est la forme du Sandek, le bateau d'Indonésie, de Sulawesi, qui a été amené en fait par une délégation d'Indonésiens en 2012 pour les fêtes maritimes à Brest. Il y a eu une présentation, démonstration du bateau, et un bateau très fin, très rapide, qui servait à la pêche aux poissons, aux poissons volants, aux thons, aux poissons rapides, un peu de haute mer. Et de fil en aiguille, ils ont assez récemment développé, on parlait des questions des courses tout à l'heure, ça m'a fait penser à ça. Suite à leur venue, à cette délégation d'Indonésiens, il y a eu une explosion des courses de bateaux traditionnels là-bas, inspirées un peu de ces grosses fêtes maritimes d'ici, et ils se prennent énormément au jeu, les sponsors, le gouvernement, tout ça, tout le monde a l'air très très enthousiaste de ce développement, de maintenir en fait d'utiliser les bateaux traditionnels pour les courses et le plaisir, quoi. Alors là, c'est une image d'un voyage que j'ai fait en Birmanie il y a une quinzaine d'années. J'ai eu la chance d'aller dans le sud, dans un archipel qui était encore fermé complètement à cause du gouvernement. J'y allais pour une mission scientifique et là-bas, il y a une ethnie de nomades de la mer qui utilisent des bateaux complètement... Alors, est-ce qu'on est complètement éco-conçu? La question a été posée tout à l'heure. Ça n'existe pas. Bon, là-bas, j'ai quand même le sentiment qu'on est dans l'ultime éco-conception. Ils utilisent vraiment les matériaux qu'ils ont autour de chez eux, sur les îles près de chez eux. Très peu d'outillage, juste que des outils à main et très simples. Mais ils arrivent à fabriquer des bateaux extrêmement sophistiqués au niveau technologique, dans les assemblages, dans les choix des matériaux. C'est vraiment un savoir-faire hyper sophistiqué, low-tech. Roland aurait pu en parler peut-être tout à l'heure aussi, à Explore et son écosystème justement qui développe le low-tech au maximum. Mais voilà, donc là c'est un exemple qui m'a beaucoup interpellé. Donc ils construisent ça là on voit les bateaux encore plus traditionnels
avec le fond en bois massif, une pirogue monoxyle en bois massif, et le reste de la coque qui est pas, comment dire, c'est un assemblage de stipe, la partie centrale de feuilles de palmier. Donc là, c'est du consommable. Ça, tous les ans, tous les 2 ans, ils le remplacent, mais leur fond de bateau est très durable. Ça dure une vie pour une famille de ces moquennes. Donc là, c'est des photos des années 50. Maintenant, ils sont plus dans ce mode de vie. Ça évolue, évidemment. Voilà. Donc là, je fais une transition un peu rapide, direct sur le palato, mon bateau, d'Organic Boats. Donc, je suis parti de la forme du stand-deck, de l'inspiration donc des stand-decks, l'inspiration aussi de ces bateaux des moquennes, du Kabang, que j'ai redessiné pour avoir un bateau plus petit, plus facile à transporter, complètement donc en matériaux naturels, et répondre du coup à voilà, un usage qui me semblait intéressant pour le grand public aujourd'hui. Déjà pour moi, c'était vraiment mon attente, quel genre de bateau j'aimerais avoir, un bateau comme ça, et ensuite essayer de le proposer du coup au grand public. Donc c'est comme ça que j'ai créé l'entreprise Organic Boats. Donc quelques images là de l'atelier. Donc je travaille beaucoup avec les outils manuels. J'essaye de vraiment mettre une bonne part d'énergie, enfin de temps disponible pour reprendre l'utilisation des outils manuels, parce que j'y prends plaisir et que je pense que pour bien utiliser et sur des projets raisonnables, pas des énormes bateaux de 20 mètres de long, c'est utilisable même à titre professionnel. Après, je suis dans le compromis, j'utilise aussi de l'électroportatif et des machines. Je suis pas extrémiste à ce point-là. Donc ça, c'est mon atelier avec la quille, du palato. Bon, là, le façonnage des balanciers, du premier prototype. Donc là, bon, voilà, je faisais ça beaucoup à la main. Après, j'exclus pas de passer à 6 rubans et à quelques outils pour aller plus vite et que ce soit quand même à un prix raisonnable à la fin, quoi, hein. C'est une question de temps de fabrication. Donc voilà la structure du bateau. Alors là, je suis parti donc de la forme du stand-deck avec des élancements à l'étrave et à l'étambot très haut. La forme ensuite, enfin la structure, pardon, le fond est en bois massif et le reste de la quille, de la coque, moi j'ai choisi de l'entoiler plutôt que d'utiliser les stipes de feuilles de palmier. Ça me semble un peu compliqué et pas très local. Je suis parti sur un entoilage en lin qui fonctionne très bien avec du lin qui est tissé en France. Donc là, une vue du bateau, la structure du bateau en tout cas sur une plage près de chez moi, à Crozon. Donc là, les échantillons de lin qui ont été développés en fait par l'entreprise qui fournit aussi l'Hermione. J'ai bénéficié un peu de tout ce savoir-faire qui a été relancé avec le projet de l'Hermione où ils ont cherché des fournisseurs pour fabriquer leur voile en lin. Donc depuis, je suis en lien avec le fournisseur, la team, et puis l'entreprise, et puis aussi le bateau l'Hermione. C'est après l'entoilage chez une tapissière d'ameublement qui fait ça très bien. Je me suis dit, je ne sais pas faire, je suis charpentier de marine, je ne suis pas de la manipulation des toiles. Et là, donc, il y a quelqu'un près de Crozon ici qui fait ça au quotidien pour mettre des toiles sur des formes courbes. Ça ne lui a posé aucun problème de faire ça sur un bateau. Là, voilà, j'ai participé à une fête fluviale à Orléans l'année dernière pour montrer que le projet, c'est une entreprise de construction vente de bateaux et qu'il y a tout un penchant pédagogique et de sensibilisation que j'ai envie de développer. Donc là, je participais à une fête maritime, j'avais un stand pour montrer mon travail avec les enfants qui venaient voir. Ça, c'est très bonnes interactions et beaucoup alors d'enthousiasme et d'intérêt de toute part pour l'idée d'un bateau 100% naturel. Là, globalement, bon, je ne suis pas encore à la phase commercialisation en grand, mais en tout cas, il y a un énorme capital sympathie pour ce projet. Ça intéresse beaucoup de gens. Il faut que le bateau fasse ses preuves maintenant quand même, que c'est un bateau qui marche, qui rassure, que les gens se sentent à l'aise dessus. Mais là, on voit quelques images quand j'ai fait la mise à l'eau. Voilà, pour la fin de la présentation. Donc, j'avais juste envie de rajouter un petit mot pour dire que je prends un peu la question à l'envers, j'ai l'impression, mais je l'ai senti comme ça. Éco-conception, on peut partir de l'existant
pas des bateaux modernes, hein, je parle d'existants récents, et essayer de l'améliorer. Mais moi, je suis plutôt parti de l'existant plus ancien et essayer d'innover avec ça et reprendre le fil un peu avant qu'il y ait les matériaux polluants, la chimie. Et voilà, essayer d'innover, de développer quelque chose avec ça, qui puisse plaire au grand public. Moi, l'idée, c'est que être sur l'eau, naviguer, faire des courses, ça reste essentiellement pour se faire plaisir et que le plaisir est autant intègre, voire supérieur avec ce genre de bateau. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup. En plus, les photos étaient très parlantes. On va maintenant laisser la parole donc à Adrien Hardy qui va nous faire un retour d'utilisation de voile. Donc, Adrien, je vous laisse. Voilà. Donc, vous avez aussi la main. Vous pouvez diffuser vous pouvez montrer votre écran et diffuser des éléments si vous en avez. Et je coupe mon micro. On va essayer de rester dans les temps parce pour pouvoir poser au moins une ou deux questions avant qu'on conclue. Donc voilà, vous avez une dizaine de minutes. Ouais, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, tout à fait, on entend très bien. Donc ouais, moi je vais vous faire part de mon expérience et mes décisions à prendre en tant que navigateur, donc en course au large, donc ce qui est de la compétition. Allier performance et écologie dans nos choix, ben, c'est pas toujours évident. On est souvent en contradiction. Moi, je le suis de plus en plus et ça me pose vraiment problème. Et aujourd'hui, je peux pas imaginer prendre le départ d'une course sans mettre en haut de la pile l'aspect respect de la nature, respect au sens large et d'imaginer simplement vouloir gagner à tout prix, quel que soit le prix et quel que soit l'impact et les dommages causés, ça je pense que c'est plus possible. Donc j'essaie de me poser ces questions-là et d'évoluer au fur et à mesure pour continuer à faire des courses, même si on voit que c'est un petit peu à l'opposé bien souvent. Alors pardon, j'arrive pas à enlever les petites fenêtres là, c'est pas grave. Donc en 1, avant de parler des matériaux, de quel matériau on va parler des voiles particulièrement, je vais me poser la question de comment faire augmenter la durée de vie de ces voiles. Nous, les voiles sur les bateaux de course, c'est quand même vraiment du consommable. Ça dure entre 6 mois et 2 ans au plus. C'est un poste très important de dépenses et donc d'impact. Elles sont peu recyclées, de temps en temps sur des bateaux de croisière, mais bien souvent elles partent à la poubelle. Donc, comment augmenter la durée de vie de ces voiles-là? C'est de les rendre plus solides, un peu plus lourdes, ce qu'on fait peu puisque on n'est pas très contraint par les règlements. Donc, il faut qu'on modifie nos règlements assez vite pour augmenter la durée de vie de nos voiles. Si l'année prochaine, dans les différentes classes, on impose une grand voile qui doit durer 3 ans et qui fera 15% de plus en poids, ça ne va pas vraiment modifier nos performances et par contre on va forcément gagner. Le deuxième point, c'était la cohérence entre le niveau de performance et l'état des voiles, de regarder mon objectif. Est-ce que ça va être une course, un petit parcours où je vais avoir des besoins de voiles parfaites, ou est-ce que je m'aligne sur une transatlantique où l'importance des voiles sera moindre dans le résultat? D'essayer de bien voir les variables. Si on achète des voiles neuves, est-ce qu'on va vraiment gagner en performance sur le projet ou est-ce que pas du tout? Bien souvent, on se rend compte que d'avoir des matériaux neufs, ça apporte pas beaucoup sur la performance puisque la course, elle va se jouer sur la stratégie, sur la météo, sur la façon dont on se prépare. Et donc, avant d'en être à se dire si j'avais une voile un tout petit peu plus récente, j'aurais gagné la course, ça arrive quasiment jamais, même en Figaro où on est sur de la monotypie. Je vais prendre l'exemple d'une transat. Il y a quelques années, je m'étais dit, est-ce que j'achète une grand voile neuve pour ma transat? Est-ce que ça sera réellement plus performant? Et en prenant une grand voile plus ancienne, j'en suis même arrivé à la conclusion de me dire que je serais peut-être même presque plus performant. Alors j'explique, une grand voile qui va vieillir, elle va se creuser un petit peu. Sur une transat qui se court sur des vents portants, ça serait presque mieux. En tout cas, je me suis dit que ça allait pas être défavorable. En plus, on a le gain de connaître son matériel, d'avoir un matériel plus fiable puisqu'on n'a pas la surprise de quelque chose de neuf qui peut nous lâcher.
Donc de réutiliser une grand voile, ça m'a semblé bien. L'autre exemple, c'est recycler et réutiliser un solent. Donc solent, c'est la voile d'avant sur nos bateaux, une voile qui est relativement petite, qui nous sert au vent portant sur la transat avec le SPI. Et donc j'avais plusieurs génois, donc des voiles un peu plus grandes, et je m'étais dit comment recycler ces génois, et donc de recouper ces génois en solent sur un grammage un peu plus léger, apportait que des avantages. Au niveau performance, c'était avantageux, et au niveau recyclage, c'était parfait puisque j'avais pas besoin de racheter une voile neuve. Donc tout ça pour dire qu'il y a des solutions, on n'est pas obligé de toujours racheter du neuf pour être performant. Et l'autre aspect, c'est l'aspect et faire évoluer les mentalités. On a toujours peur de ne pas être à la mode, entre guillemets. Si on n'a pas du matériel neuf, on ne peut pas gagner, on ne peut pas être performant. Et ça, c'est vrai dans la vie en général et dans le sport. Si les gens, si on n'a pas le bon vélo, on ne peut pas faire du vélo correctement. Si on n'a pas la bonne paire de baskets, ça ne va pas fonctionner. Et ça, je pense qu'il faut vraiment dire aux gens que c'est pas le matériel qui compte. Faire du sport, c'est avant tout pour le plaisir et quels que soient les moyens. Et c'est pas, faut arrêter de consommer pour faire du sport. Ça, c'était le premier point, augmenter la durée de vie et recycler. Ensuite, l'aspect cycle de vie, quand je m'intéresse à mes voiles, où est-ce qu'elles ont été fabriquées, comment elles ont été transportées. Donc moi, ce que je regarde maintenant en premier, c'est le lieu de fabrication. Je regarde le prix, évidemment, mais il vient dans un deuxième temps. Si ma voile, elle est faite à l'autre bout de la planète et qu'elle coûte 10% moins cher, c'est évident que c'est pas intéressant, il ne faut pas le faire. Donc quand je dis local, c'est à l'échelle d'un département, ça me semble acceptable, surtout qu'ici en Bretagne, voilà, on a les ressources pour ça. Le transport, on a encore bien souvent des voileries françaises qui font leur voile à l'autre bout de la planète avec des technos qui sont gourmands en énergie et surtout, je prends l'exemple, des fois je dis nos voiles font plus de 1000 en avion qu'en bateau. Et ça me semble vraiment dingue. Donc il faut arrêter de transporter nos voiles en avion, il faut faire changer nos règlements pour interdire ce transport-là. Pareil, le mode de livraison. Si je fais faire 6 allers-retours à ma voile pour des modifications mineures, que les déplacements ne sont pas optimisés pour le transport de la voile, c'est pas acceptable non plus. Étant donné que sur une voile, je pense que l'impact des matériaux est relativement faible par rapport à tout ce qu'il y a autour, transport notamment. Et ensuite, une fois que j'ai optimisé ces deux premiers points, je peux enfin, et seulement après avoir étudié ça, me pencher sur les matériaux de la voile. Là, je vais vous parler de l'exemple donc d'une voile que j'ai utilisée cet été sur la Solitaire du Figaro, qui était une grande voile composée partiellement de fibres de lin, le but étant de s'affranchir un petit peu des fibres exotiques, en tout cas qui sont issues du pétrole, comme le Kevlar, le carbone, qui ne sont pas recyclables et qui ne sont donc pas biosourcés. Donc l'expérience de cette voile a été plutôt bonne. La voile était un petit peu plus lourde, de l'ordre de 10%, et au niveau performance, à ce jour, on n'a pas vu de différence. Il reste encore l'aspect de longévité, puisque si on se mettait tous à fabriquer des voiles de lin en fibre de lin qui sont quand même composées avec de la colle et plein d'éléments polluants, mais qui sont bien moins durables qu'une voile en Kevlar, il faudra se poser la question si ça vaut vraiment le coup. Donc voyons un petit peu ce que ça donne dans la durée avant de partir à fond dans ces voiles-là. Donc en conclusion, ce que je voulais dire, donc c'est la cohérence entre les matériaux et le programme, entre nos ambitions et les choix qu'on va faire dans les matériaux, encourager la sobriété et augmenter la durée de vie. Peut-être que dans nos règlements de course, on pourrait avoir des pénalités ou des bonus selon les matériaux utilisés, diminuer les transports globaux, utiliser des matériaux plus propres seulement à la fin, et puis faire évoluer nos règlements.
continuer à naviguer sans regarder notre impact sur le milieu n'est plus possible. On ne peut pas penser performance sans penser respect global. Et pour terminer, je pense vraiment que réutiliser des matériaux, leur donner une seconde vie, réparer, c'est vraiment une source de satisfaction, bien plus que d'aller faire un chèque chez le marchand pour faire tourner une économie, parce que je pense vraiment que cette économie, elle peut être transformée, et les gens qui produisent du neuf peuvent être utilisés demain pour réparer, recycler. Je pense à tous les bateaux de croisière qu'il y a dans les ports. Il faut les, il faut les rénover, il faut arrêter de construire des bateaux neufs parce que c'est plus possible du tout. On en a suffisamment assez et on a du travail pour beaucoup de monde pour remettre tout ça en état. J'en ai terminé, merci. Merci beaucoup Adrien. Donc on a pris un peu de retard, mais on va néanmoins donc poser une question qui synthétise un peu de nombreuses questions qui sont arrivées. Donc je vous invite à laisser votre webcam et j'invite aussi Roland et Julien à rallumer leur webcam. Donc je vais poser une seule question et je vais vous demander d'y répondre chacun en 1 minute, pas plus, parce qu'on a encore deux dernières petites interventions. Donc, est-ce que nous pouvons espérer voir un jour émerger des classes de bateaux qui seront entièrement en matériaux biosourcés? Et est-ce que finalement le problème, c'est pas aujourd'hui le coût de tout ça? Ouais, bon, bah, je me lance, mais bon, il faudrait beaucoup plus d'1 minute, on en a déjà parlé. Un jour viendra, oui, un jour, on saura faire des règlements, mais pour que ce jour-là vienne, je pense que pour que des lois passent à l'Assemblée nationale, il faut qu'il y ait un terreau favorable qui vienne de la base, de partout. Donc, en fait, on a tous les moyens en tenaille de faire valoir ces arguments-là. On a vu, c'est extrêmement compliqué de faire un règlement de course basé sur une analyse de cycle de vie parce qu'on a 1000 détails. En revanche, les matériaux font partie d'un truc, mais en mode projet, comme on disait tout à l'heure. Comment on peut moins impacter sur un projet de course, comment un organisateur peut le faire, comment on peut inventer une nouvelle communication sans dépenser dans les cagnards, les drapeaux, les choses éphémères comme ça, comment les stickers qu'on met sur nos bateaux peuvent être évités, avant de parler des matériaux, comme il a été dit, il y a 1000 facettes. Donc, c'est pas demain matin que se pondra le règlement zéro émission, parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, on émet. mais des initiatives, mais 1000 initiatives. Je crois que moi, ce que je retiens de tout ça, d'aujourd'hui, mais des 2 années qui viennent de se passer, un webinaire comme celui-ci, ça fait 5 ans, on n'aurait pas fait un fauteuil. Le mouvement de la vague dont tu parlais tout à l'heure et dont on est plusieurs à faire partie, il n'aurait pas existé, ça fait 5 ans. Donc c'est en train d'émerger très vite. Donc un peu de patience, mais il y a des règlements qui, à un moment, viendront parce qu'on sera très nombreux à penser la même chose. Ouais, merci Roland. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que par rapport à la question de la classe éco-conçue, classe nouvelle, moi, je dirais que j'en rêve en fait finalement. Si demain Julien il nous propose un bateau qui fait 6 mètres, qui nous permet de naviguer un petit peu au large, un bateau qui soit facile à construire, peu cher, et avec une durée de vie importante, moi je trouverais ça super. J'ai en tête l'exemple qui est assez vieux, qui était de la construction des Optimis, qui était parti du cahier des charges, qui devait être que ça doit rentrer dans deux feuilles de contreplaqué standard. Et à partir de là, le bateau était facilement fabriqué dans un garage. Donc je pense, enfin, moi je rêve de ça. Après, ça sera dans longtemps et ce sera sans doute un petit peu compliqué à faire accepter à ceux qui ont pris l'habitude de naviguer sur des bateaux très légers, mais je suis pas sûr qu'on réussisse à trouver des solutions acceptables en mettant quelques fibres naturelles par-ci par-là sur nos bateaux qui sont quand même peut-être un peu trop grands, un peu trop rapides, et il va falloir accepter de décroître un petit peu. Juste par rapport à la question sur le coût, l'aspect économique pour l'évolution des bateaux, je crois vraiment que ça part de la base et de la motivation du public et de quelles sont les attentes. Si les attentes changent beaucoup, je pense que toute l'industrie et toute l'économie peut évoluer facilement, suivre, disons.
sur le secteur des courses et puis le secteur aussi plaisance, d'apprentissage dans les écoles de voile. Alors, je rebondis, Adrien, tu disais c'est des optimistes sur les optimistes. Ma première commande, en fait, c'est pas un palato, c'est un optimiste organique. Quelqu'un à Crozon qui m'a demandé ça, une maman qui voudrait que je lui construise un bateau pour qu'elle puisse naviguer avec son fils de 5 ans. Un petit bateau 100% écologique, version organic boats, mais en forme optimiste, quoi. Donc, il y a de la demande, des gens qui voilà, sont plus sur la question même économique, parce que là, enfin, 100% économique, le prix est secondaire. Le temps que ça va prendre, je ne sais pas encore, le temps de la construction, tout ça, mais ça restera raisonnable, c'est un petit bateau quand même. Mais voilà, je pense que la motivation y est pour beaucoup, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir exposé rapidement, alors un peu trop rapidement, on s'en excuse. Il y a beaucoup de questions. On essaiera de vous les transmettre et de proposer des réponses après le webinaire à l'ensemble de nos participants. On va maintenant donc donner la parole quelques minutes à Sophie Simon qui représente la région Bretagne. Sophie, tu peux allumer ta webcam. Je vais essayer de te donner la main. Voilà, c'est parfait. Voilà, donc la région Bretagne donc, soutient Respect Océan depuis quelques années maintenant, et donc nous trouvions intéressant de pouvoir prendre quelques minutes pour vous présenter donc, la démarche régionale d'économie circulaire. Donc je vais essayer de synthétiser un petit peu les choses pour pouvoir laisser la parole pour le temps de conclusion. Donc déjà, ce qui est important de savoir, c'est que depuis 2015, donc, nous avons une nouvelle compétence, celle de la gestion et de la planification des déchets, qui intègre donc le volet économie circulaire. Et donc, moi, je suis en charge de traiter et de structurer la démarche régionale d'économie circulaire qui s'est faite en plusieurs temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a plutôt travaillé sur la question de la gestion des déchets et de la mise en place de toutes les filières de gestion de fin de vie des matières. Donc, ça s'est traduit par un plan de préservation et de gestion des déchets qui a été validé en juin 2019. Et ensuite, on a pris un temps pour réaliser un diagnostic territorial, main dans la main avec l'ensemble des acteurs économiques, des associations, des pôles de compétitivité, etc., pour bien comprendre ce qui a été fait aujourd'hui sur le territoire breton en matière d'économie circulaire, et puis aussi quelles étaient les attentes des différents acteurs. Donc, ça s'est traduit par une feuille de route très opérationnelle qui a été votée en juillet dernier par nos élus, et qui se traduit plus précisément par 22 actions qu'on porte en propre au sein du service économie des ressources de la région Bretagne, main dans la main avec les services de l'ADEME et de l'ADREAL. Voilà. Donc concrètement, cette feuille de route, elle est structurée en on va dire, quatre ambitions. La première ambition, elle est vraiment d'accompagner les acteurs économiques, et on en a bien parlé ce matin, à développer des projets d'éco-conception, des projets visant à développer l'économie d'usage, etc. Donc, c'est vraiment travailler main dans la main avec les entreprises, les clubs et réseaux d'entreprises pour accompagner cette transformation. L'autre action vise plutôt à faire en sorte d'utiliser tant que possible l'ensemble des filières d'éco-matériaux à échelle locale, de développer en fait l'ensemble des filières aussi de gestion des matières de fin de vie. Donc, travailler beaucoup sur la partie réemploi, revalorisation des matières à l'échelle du territoire breton. Et puis ensuite, je passerai plutôt, donc ça va avec les deux, là je vous ai présenté les ambitions 2 et 3. Et puis bien évidemment, et on en a beaucoup parlé ce matin, l'économie circulaire se met en place grâce finalement à la multitude de compétences issues de divers univers. Et pour accompagner cette innovation, on doit travailler main dans la main avec l'ensemble des acteurs issus de la recherche, des collectivités, des différents réseaux et clubs d'entreprises. Et donc ça, c'est aussi le rôle de la région Bretagne de catalyser tout ce petit monde-là pour faire émerger des projets d'économie circulaire. Donc de manière très synthétique, parce que c'est pas, l'idée c'était de pouvoir intervenir de manière très rapide et de vous brosser un peu le panorama des actions menées par la région. On a structuré cette feuille de route en 9 défis. On a un premier défi qui vise à travailler sur de la prospective. En fait, l'économie circulaire, c'est de l'innovation, mais il faut toujours prendre un temps d'avance pour pouvoir passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Il y a quand même pas mal de choses à adapter, notamment sur les volets de l'emploi, de la formation et le développement de filières.
Et donc, on a lancé une étude prospective pour penser en fait ces changements-là dans une optique d'être une région zéro déchet en 2040. Donc, c'est un des objectifs votés par nos élus. Ensuite, donc, on va aussi travailler à l'échelle des territoires, c'est-à-dire qu'on va vraiment accompagner les collectivités, les acteurs vraiment du domaine public à structurer, à mettre en place des dynamiques multi-acteurs à l'échelle de leur territoire pour faciliter l'émergence de projets d'économie circulaire. Ensuite, l'éco-circulaire, ça passe aussi énormément par les actions d'information, de communication. Et tous les acteurs qu'on a pu rencontrer en 2019 nous disaient mais il y a énormément de sujets, énormément d'informations transmises de manière éparse par plein de canaux divers et variés. Le rôle de la région serait de pouvoir réussir à synthétiser toute cette donnée et puis pouvoir la transmettre de manière structurée. Et donc, on a mis en place tout un plan de communication très structuré à destination des entreprises et des collectivités. Ensuite, on a aussi eu comme souhait avec les équipes de l'ADEME, notamment Stéphane Lecointe qui a pris la parole tout à l'heure, et l'Adréal, d'accompagner vraiment de manière très pragmatique les entreprises qui avaient besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir mener à bien leur projet d'économie circulaire. Et donc, on a lancé en 2020 un appel à projet qui est en fait un guichet unique qui permet de financer et d'accompagner le portage de projets d'économie circulaire sur le territoire. Et donc, ça passe par tout un accompagnement financier notamment. Ensuite, en défi numéro 5, on a tout un plan de formation sur des sujets divers et variés mis à disposition pour les entreprises et les collectivités. Donc, on va parler d'éco-conception, parler d'alternatives aux emballages en plastique, on va parler d'achat public, etc. Donc là, on est vraiment sur des formations diverses et variées. Et donc, on pourrait imaginer dans les prochaines formations, des formations notamment plus poussées sur la question du nautisme. Et puis après, en défi 6 et 7, là, on va travailler vraiment précisément sur 2 secteurs d'activité. Donc, vous verrez bien, on ne retrouve pas le nautisme pour le moment, mais ça pourrait être amené à évoluer. Mais on va travailler, en fait, il a été défini que les priorités là, pour les 3 prochaines années étaient fixées sur la question du bâtiment et du tourisme. Donc, on va avoir des projets vraiment très, très spécifiques sur ces domaines-là. Et ensuite, on va travailler également sur la question des synergies inter-entreprises à l'échelle du territoire breton. L'idée, c'est de faire en sorte de permettre à des entreprises de pouvoir mutualiser leurs commandes, leurs groupements d'achat, leurs locaux de production, de pouvoir faire en sorte que des déchets d'une entreprise deviennent des ressources pour d'autres, etc. Donc là, il y a des démarches multi-acteurs qui se mettent en place, notamment avec l'appui des collectivités. Et enfin, et on en a bien parlé tout à l'heure avec les low-tech, on a différents sujets en lien avec l'innovation et on va porter notamment très fortement la question des low-tech dans les prochaines années en Bretagne et également du biomimétisme. Voilà, donc aujourd'hui, on est en train d'échanger notamment avec Bretagne Développement Innovation pour faire en sorte de pouvoir avoir un volet nautisme, ça nous semble vraiment nécessaire de pouvoir faire évoluer cette feuille de route et on sent que les besoins sont vraiment présents. Donc, pour le moment, rien n'a été officiellement acté, mais sachez qu'on y travaille. Et enfin, ça nous semblait important de pouvoir vous transmettre sur ces petites slides les différents liens qui vous donnent accès aux informations régionales sur la question de l'économie circulaire. Donc, on a une page dédiée à ce sujet sur le site institutionnel de Bretagne, donc bretagne.bzh. Vous pourrez y retrouver donc, notamment la plaquette de communication sur la feuille de route économie circulaire. Et puis, on communique à travers la plateforme internationale de l'économie circulaire, qui s'appelle économiecirculaire.org. On communique régulièrement sur l'ensemble des événements qui ont lieu sur le territoire, les appels à projets qui pourraient vous permettre d'avoir un petit coup de pouce financier pour vos différents projets autour du nautisme, et puis également toutes les communications diverses et variées sur ce sujet. Et puis, écoutez, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Je vous ai laissé mon adresse mail, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà, bonne fin de webinaire. Merci beaucoup Sophie. On va laisser, donc on a pris un peu de retard et on s'excuse auprès de l'ensemble des participants. On va laisser la parole à Romain qui va donc conclure ce webinaire avant qu'on
que je vous présente un petit peu notre prochaine date très rapidement. Donc, Romain, je t'invite à ouvrir ta webcam et à conclure du coup ce webinaire. Eh bien, parfait. Merci Aurélie. Eh ben, c'était assez riche en enseignements. On a entendu des réflexions très intéressantes, des analyses, des points de vue. Donc, merci à Sophie de la région Bretagne d'avoir initié ce retour d'expérience de la part de Roland, Adrien, Julien, que j'invite d'ailleurs à nous rejoindre dans le réseau Respect Océan. Et aussi Carole et Stéphane, merci pour ces précisions techniques sur l'éco-conception et l'actualité un peu en Bretagne. Donc, je crois qu'au sein de Respect Océan, cela doit nous inspirer pour avancer dans cette direction de limitation de notre impact, parce que le sujet, il est là au global, au final. De mon côté, moi, depuis le début de la campagne Use It Again, donc avec mon trimaran ultime, on s'efforce de gérer nos ressources et nos déchets. Depuis que j'ai récupéré ce bateau de l'ancien trimaran d'Hélène MacArthur, qui était, on peut dire, un peu abandonné pendant 5-6 ans sur un quai. Donc dans notre démarche en fait d'entretien du bateau, l'objectif est d'éviter de produire et consommer neuf. Et le réemploi que j'effectue, comme Adrien Hardy avec ses Génois, comme il nous l'a raconté sur sa Solitaire du Figaro, c'est une étape indispensable pour entrer en économie circulaire. Donc voilà, on parle de simplicité, de sobriété dans les choix technologiques qui influent sur les équipes et le bilan carbone global du projet, comme le racontait Roland quand il a fait effectivement son bilan de projet en IMOCA. Donc avec mon trimaran, je navigue sur des grandes courses au large comme la dernière route du Rhum, et tout ça, je le fais en attendant la pure éco-conception tant espérée. Donc le jour où on pourra construire des trimarans high-tech en fibre de lin avec des résines bio et des voiles en chanvre, eh ben, on aura tous gagné et on y passera tous. Mais en tout cas, l'un va pas sans l'autre. Donc modération d'un côté et effectivement avancée technique dans l'éco-conception d'un autre côté. Donc voilà, il va falloir vraiment se donner des moyens nous-mêmes en tant qu'organisateur d'événements, en tant que coureur, en tant que gestionnaire d'événements de façon globale. Et il ne faudra pas toujours attendre le législateur. Donc même si on a besoin de l'appui de la région, bien sûr, et de l'État, mais il va falloir vraiment se prendre en main sur ce sujet-là, sinon ça avancera pas assez vite. Donc d'une manière globale, on connaît notre impact, le mal qu'on fait à l'océan, puisqu'on est là sous la bannière Respect Océan, et qu'on soit d'une façon plus globale dans l'industrie du transport maritime, coureur au large, constructeur. Voilà, aujourd'hui on sait, on connaît, les infos sont connues, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc on peut plus dire qu'on ne savait pas, donc il faut agir. Je crois que c'est vraiment notre responsabilité. Donc c'est une question de volonté, on doit faire bouger les lignes, chacun dans notre secteur d'activité, et on doit donner des points de vue haut et fort. Bilou l'a initié il y a quelques années, on est plusieurs à rentrer un peu dans son sillage, dans la course au large, et il va falloir faire effectivement bouger ces lignes. Donc, si on peut plus faire comme avant, c'est grâce à des acteurs engagés au sein du réseau Respect Océan que les choses vont bouger. La Bretagne, terre de marins et d'entrepreneurs, a les capacités à se montrer innovante, résiliente et active sur ces sujets d'éco-conception, d'éco-nautisme. Donc, il ne tient qu'à nous d'avancer dans cette direction et au pouvoir public de soutenir nos initiatives. C'est important également. Donc, le défi climatique auquel on fait face est énorme. Le nautisme, on en a parlé, jouera une petite partie, certes, mais on aura la capacité d'influencer des décideurs et d'autres industries qui pourront collaborer et ou s'inspirer. Voilà, donc merci à vous pour ce webinaire. Merci Aurélie, la région Bretagne. Et voilà, j'espère que tout cela vous aura bien inspiré. Donc merci beaucoup Romain, donc merci à tous les intervenants, à tous les participants. On va essayer, comme je vous le disais durant le webinaire, de faire une synthèse des questions et de les soumettre aux intervenants pour qu'ils puissent y répondre. On vous fera passer donc les